Les exemples de convergence sont aujourd'hui, et c'est une bonne chose, très nombreux. Les divergences restent marginales et c'est également heureux. Parmi les convergences, on peut songer peut-être à la responsabilité encourue du fait des infections nosocomiales, parce que le Conseil d'État et la Cour de cassation sont parvenus à harmoniser leur jurisprudence en prenant des voies et des tempos assez différents. Très rapidement, le Conseil d'État, qui alors avait retenu comme régime de droit commun de la responsabilité pour faute lourde, a écarté ce régime pour les infections nosocomiales en plaçant celle-ci sous le régime des fautes dans l'organisation du service et en considérant que la survenue même de l'infection suffisait à établir la faute. Et en clair, il a posé rapidement un régime de faute présumée. La Cour de cassation, quant à elle, pendant cette période, a maintenu un régime de responsabilité pour faute qui avait pour conséquence qu'il était assez difficile d'engager la responsabilité des établissements de ce chef parce qu'il fallait démontrer une faute d'asepsie qui était assez difficile à établir. Et la Cour de cassation, en 1996, a opéré un revirement de jurisprudence assez brutal, d'ailleurs, on n'avait pas vraiment senti venir, en raison du fait que les infections nosocomiales, à cette époque, constituaient un véritable enjeu de santé publique, c'est toujours le cas, mais le nombre de décès liés aux infections nosocomiales est extrêmement important. Les chiffres n'étaient pas très sûrs, mais on peut dire entre 8 000 et 14 000 morts par an, ce qui était considérable. La Cour de cassation a voulu responsabiliser les établissements de soins qui relèvent de sa juridiction, donc les établissements privés, et a posé un régime de responsabilité pour faute présumée. L'établissement de santé pouvait s'exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute. Et puis quelques années plus tard, en 1999, elle a fait un pas de plus en avant, elle a posé un régime de responsabilité de plein droit qui a eu pour conséquence que l'établissement de soins ne pouvait plus s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant la cause étrangère ou la force majeure. Et le Conseil d'État, pendant ce temps, en est resté un régime de responsabilité de faute présumée, de présomption de faute. Donc il y a une divergence de jurisprudence qui a été maintenue jusqu'à la promulgation de la loi du 4 mars 2002 qui a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation et qui fait désormais peser, et la jurisprudence donc est maintenant harmonisée sur les établissements de soins privés et publics, une responsabilité de plein droit. Donc voilà pour un exemple de convergence de jurisprudence, mais ils sont nombreux. En matière de divergence de jurisprudence, comme on l'a dit, ils sont beaucoup plus rares. Le plus notable, incontestablement, est celui qui a trait à la responsabilité des praticiens et des établissements de soins du fait des produits défectueux. La divergence provient en réalité d'une lecture différente que le Conseil d'État et la Cour de cassation ont faite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant la directive sur les produits défectueux. Le Conseil d'État a considéré que cette interprétation de la directive et cette décision ne faisaient pas obstacle à la mise en œuvre au sein des États membres d'une responsabilité de plein droit pour les dommages résultant de produits défectueux, tandis que la Cour de cassation a estimé que cette directive, telle qu'interprétée par la CJUE, y fait obstacle et a maintenu une responsabilité pour faute. Une divergence de jurisprudence qui conduit à indemniser différemment, voire indemniser ou ne pas indemniser deux dommages identiques ayant pour cause le même produit défectueux survenu au sein du secteur public ou du secteur privé. Alors, la Cour de cassation est manifestement très consciente puisqu'elle a rendu en 2020 un arrêt qui maintient responsabilité pour faute mais qui ouvre quand même un peu la porte à une évolution de la jurisprudence. Il ne fait guère de doute au vu de cette décision, à mon sens, qu'une harmonisation interviendra à un moment ou à un autre. En l'état, j'aurais tendance à dire aucun, en ce sens que les principes qui gouvernent actuellement la responsabilité médicale trouveront pareillement à s'appliquer si aucune évolution ne survient.
C'est-à-dire qu'en dehors des établissements hospitaliers, ce serait une responsabilité pour faute d'imprudence notamment, qui engendrera une contamination, étant précisé qu'il y aura, à l'évidence, si de telles actions étaient engagées, il y aurait de très grosses difficultés pour apporter la preuve du lien de causalité entre la faute d'imprudence et la contamination elle-même, puisqu'en l'état d'une pandémie, le virus est présent à peu près partout. Donc ce sera assez difficile. Au sein des établissements de soins publics ou privés, la donne est largement différente, puisque on sait que de nombreux patients ont contracté le virus au sein de l'établissement. Ça s'analyse donc en une infection nosocomiale et ça ouvre la porte à la responsabilité de plein droit dont nous parlions tout à l'heure, dont les établissements de soins pourraient s'exonérer en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère. Et là, la jurisprudence, alors à moins qu'il y ait bien sûr une intervention du législateur au regard de la pandémie qui mette en place un régime spécifique de responsabilité pour cette pandémie. C'est possible. Si tel n'était pas le cas, la Cour de cassation serait vraisemblablement conduite à se prononcer sur ces causes exonératoires de responsabilité et on connaît les difficultés auxquelles ont été confrontés les établissements de soins pour se prémunir. On connaît la question de l'absence cruelle de masques pendant les premiers temps de la pandémie. Ces circonstances seront retenues par la jurisprudence comme étant constitutives d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère. C'est une possibilité, ce sera à la jurisprudence de le dire.